Bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% NFL des équipes de The Free Agent. On se retrouve en ce lendemain de Super Wildcard Weekend pour débriefer évidemment tous les résultats qui ont eu lieu dans ce premier tour de Playoff NFL version 2023-2024. Pour m'accompagner dans cette tâche, il n'y a pas Seb, puisqu'il est en train de préparer le playbook pour le match des 49ers qui se déroulera samedi. Mais il y a Vince. On reste entre éliminés, en fait, des playoffs, entre gens qui ne connaissent pas les playoffs. Salut mon Vince, comment ça va? Salut Flav, salut à toutes et salut à tous. Bonjour à tous les free agents qui nous écoutent. Et oui, effectivement, on reste entre éliminés. On a le seul qualifié a voulu préserver ses forces pour soutenir son équipe ce week-end. Oui, ça et les Giants sont disparus de la circulation. Ils ont fait comme leur franchise. Ils ont décidé de disparaître. Donc, c'est ça. Non, après, ça va très bien. On a passé un week-end de fou. Les wildcards, c'est souvent un week-end très particulier avec pas mal de retournements de situation et ça n'a pas échappé. Oui, tout à fait. Il y a eu des matchs, on va en parler, il y a eu des matchs, beaucoup se sont plaints en disant qu'il y avait eu pas mal de blowout quand même sur ce week-end, mais on a eu aussi des matchs disputés. On parlera notamment du match entre les Lions et les Rams tout à l'heure qui s'est joué à un tout petit point. On en reparlera dans le courant de l'émission. Juste avant de commencer le déroulé de ces rencontres, une petite précision pour nos auditeurs. Vous écoutez ce podcast le mercredi et non pas le mardi comme les autres semaines, puisqu'on a fait le choix dans la rédaction de TFA, et c'était d'ailleurs une idée de Vince, donc comme ça, il est là pour en parler. On a fait le choix d'attendre la fin de toutes les rencontres pour pouvoir faire un débriefing complet de ce tour de playoff. C'est la raison pour laquelle on n'a pas pu enregistrer le lundi soir, puisque 2 matchs n'étaient pas encore disputés. Donc vous retrouvez ce podcast mercredi, mais vous retrouverez dès demain, jeudi, sur toutes les plateformes d'écoute, les previews du Divisional Round. Ça ne change pas pour les previews, ce sera bel et bien jeudi que ce sera diffusé. Voilà, c'était la petite note explicative auprès de nos auditeurs qui le méritent, puisque tous là, mardi étaient sur Apple Podcast, Spotify et tout. Ils disaient, mais que se passe-t-il? Il n'y a pas de tailgate, nous aurait-il oublié? Il n'en est rien, nous ne vous oublions pas. Donc sachez déjà que ça nous fait vraiment plaisir de voir que vous êtes fidèles et nombreux à nous demander pourquoi il n'y a pas de tailgate un jour où normalement c'est diffusé. Ça prouve que vous écoutez. Vous écoutez, ça vous plaît, et ça c'est vraiment que du bonheur pour nous. On en est ravis. Et vous êtes de plus en plus nombreux, donc on salue les nouveaux arrivants, on salue les anciens aussi, mais les nouveaux arrivants qui nous ont découvert il y a peu de temps. N'hésitez pas à rester avec nous, n'hésitez pas surtout à noter sur les plateformes d'écoute, mettez des petites étoiles, ça nous fait toujours plaisir. On commence ce débriefing de la week quelque chose. Non, du Super Wildcard Weekend, puisque c'est fini les weeks. Moi, je suis comme les Saints, j'ai pas fini la saison régulière encore. On est super, c'est très bien les playoffs, on est content d'être en playoffs. Mais oui, on est content, mais nous, on n'y est pas. On est content, mais on s'en fiche, on n'y est pas. Donc, mais qui dit playoff dit aussi fin de la saison, donc attention, il faut en profiter. Et oui, ça va vite. Oh là là, on n'a plus que 3 week-ends de NFL et après ce sera terminé. C'est absolument terrible. Bon, si on enlève évidemment le Pro Bowl, puisque il sera là. Voilà, mais on a parlé de matchs de football américain. Alors, on commence avec donc les Cleveland Browns qui allaient se frotter aux Houston Texans. C'était un match un peu particulier parce que les Texans recevaient en tant que champions de division, mais paradoxalement, ils avaient un moins bon bilan que les Browns. 10 victoires, 7 défaites pour les Texans, 11 victoires, 6 défaites pour les Browns. Des Browns qui se présentaient avec une défense considérée comme la plus solide de la ligue, celle qui avait concédé le moins de yards par match depuis le début de la saison, et qui a complètement explosé à Houston avec 45 points pris, une défaite 45-14. Elle est passée où la défense de Cleveland, Vince? Elle reste à Cleveland, simplement. C'est l'impression qu'on en a en tout cas. Alors, est-ce que c'est vraiment la défense de Cleveland qui est vraiment passée au travers? Alors oui, forcément, quand on prend 45 points, la défense part forcément au travers. Mais il n'y a pas que ça. Il faut bien juger aussi que les Texans ont réussi à avoir un cahier de jeu très ouvert et très solide, leur permettant de disséquer cette défense et de progresser quasiment sur chaque drive, et progresser
c'est très très fort ce qu'ont réussi les Texans. C'est vraiment très très fort, surtout qu'ils ont progressé très rapidement sur leur drive. Quand on regarde, moi je regarde beaucoup le time of possession, cette fameuse stat. Houston met 45 points, mais en tenant le ballon seulement 24 minutes 34 secondes contre 35 minutes 26 secondes pour les Browns. Donc c'est dire à quel point chaque fois que CJ Stroud avait la balle en main, c'était un ballon pour aller au plus près de la end zone, voire dedans. C'est fou cette faculté qu'a cette équipe à aller vite, atteindre ses objectifs. Et tu parlais de CJ Stroud, on ne peut pas débriefer cette rencontre sans parler évidemment de la performance une nouvelle fois exceptionnelle de CJ Stroud, qui termine à 16 sur 21 à la passe, 274 yards, 3 touchdowns, aucune interception. Pas loin du rating parfait, alors il y est pas, hein, il a un rating de 157.2. Pas loin. Et les Texans qui se sont même permis de faire rentrer le backup, Davis Mills, à la fin de la rencontre. Hein, ce qui est quand même pas donné à toutes les équipes qui jouent un tour de playoff, on peut le dire. CJ Stroud, c'est vraiment sensationnel parce qu'en plus de ces statistiques pures, pour ceux qui ont regardé le match, ça a transpiré. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vais vous dire moi le ressenti que j'ai eu. Il y a vraiment une aisance chez CJ Stroud. C'est assez impressionnant, même quand il était mis sous pression par des gens qui ne sont pas des perdreaux de l'année non plus. Hein. La défense de Cleveland, on ne peut pas dire que ce soit les gens les plus sympathiques que tu as envie de croiser dans le coin d'une ruelle. Tu prends Myles Garrett qui te court après, bon, c'est pas non plus, c'est pas forcément, ça te met pas en confiance, quoi. Enfin, moi, je serais pas en confiance en tout cas. Et CJ Stroud, qu'est-ce qu'il fait ? Eh ben, il a l'air tranquille. Il arrive à se détacher, il prend les bonnes décisions. Quand il faut, il balance une flèche sur Nico Collins. Vraiment, une aisance pour un gamin, hein, si j'ose dire, de 22 ans, c'est quand même assez impressionnant. Il nous a déjà bluffé sur toute la saison régulière. Il sera très probablement rookie offensif de l'année, à moins d'une surprise monumentale. Mais là, en plus... Nakua a fait une très grosse fin de saison. Voilà, aussi. oui. Il y a Puka Nacua aussi, et on va en reparler parce que lui aussi a brillé pendant ses playoffs NFL. Pour moi, juste pour faire une petite digression, effectivement, les deux rookies offensifs de l'année, ça peut être Nacua ou CJ Stroud. CJ Stroud a le problème d'avoir loupé 2 matchs. Nacua était beaucoup plus régulier tout au long de l'année. Ouais. Après, on débattra, on fera une spéciale, trophée. Non, mais ça me permet de l'annoncer. On fera une spéciale trophée NFL la semaine avant le Super Bowl, juste avant que les awards NFL soient remis. Nous ferons nous aussi nos awards, les fameux TFA Awards. Ce sera la 3e édition de ces TFA Awards. Donc voilà, on fera un spécial sur les distinctions de fin de saison. Et donc, juste pour rebondir sur ce que tu disais, sur ce gamin, effectivement, parce qu'il ne faut pas l'oublier, hein, c'est drafté cette année, mais il ne faut pas oublier un truc, c'est que le coach, c'est un nouveau coach en NFL aussi. C'est la première année de ce coach en NFL. On arrive dans un match de playoff où on a une pression quand même assez folle sur ces Texans qui arrivent. Alors, une pression, tout est relatif. À mon avis, la pression côté Dallas, il l'avait beaucoup plus que côté Houston. C'est-à-dire que Houston, s'il passait, c'était bénéf. S'il perdait, bon, à la limite, c'était limite logique et c'était déjà très bien d'être arrivé là. Mais pour autant, ils sont arrivés, ils ont eu un cahier de jeu très solide, très, très précis et ils ont disséqué clairement cette équipe avec des jeux, mais vraiment des super jeux. J'avais l'impression que c'était un highlight tout le temps. Une ligne offensive à noter qui est quand même très costaud. Côté Houston, ils n'ont pas beaucoup laissé passer les pass rushers des Browns, comme tu l'as dit. Il a été rarement mis sous pression et quand il a été, il a su s'en sortir très bien. Résultat, 0 sac de son côté. Donc, franchement, la partition est vraiment belle. Et pourtant, parce que on fait des comparaisons, donc on va comparer. En total yard, Houston est à 356, Cleveland n'est pas loin, 324, ils ont que 30 yards de moins, et pourtant il y a 30 points d'écart. Quand on regarde les stats des QB purs, 16 sur 21, 264 yards pour CJ Stroud, c'est super, 3 TD, 0 interception. Mais quand on regarde Joe Flacco, 34 sur 46, 307 yards. Alors certes, les 2 interceptions sont vraiment pas belles, mais
34 sur 46, 307 yards pour un match de play-off sur une personne, un vétéran, qui a rejoint l'équipe seulement 3 matchs avant. Donc c'est quand même à noter. La performance de Joe Flacco a été quand même très forte, même si je suis d'accord et je le tempère beaucoup, les 2 interceptions ont beaucoup changé la donne. Et forcément, ça laisse un goût d'amertume. Moi, ce que je me dis, c'est que peut-être qu'avec quelques semaines de plus avec ses équipiers, eh ben, peut-être que ces interceptions-là n'auraient pas eu lieu. Alors peut-être qu'on peut réécrire l'histoire complètement, hein. Quoi qu'il arrive, on a eu quand même un très très beau duel en termes de QB sur ce match. Et une très très belle saison de Joe Flacco, qui, on le rappelle, était quand même sur son canapé il y a encore 6 semaines de ça, Ben et oui. qui a été appelé vraiment dernière minute. On rappelle quand même que Cleveland a réussi à se qualifier, et j'en parlais avec, et je le salue, la personne qui tient le compte français des Browns de Cleveland, qui nous disait qu'il y avait vraiment une cohésion d'équipe assez forte dans cette franchise pour s'en être sorti. Ils ont quand même utilisé 5 quarterbacks cette saison, et ils ont réussi à gagner des matchs avec 4 de ces 5 quarterbacks, ce qui est quand même assez impressionnant quand tu sais le rôle central et peut-être de plus en plus central que va avoir un quarterback dans la NFL actuelle. Là, ils vont chercher Joe Flacco, j'ai envie de dire en dernier ressort, en 5e quarterback, et il arrive quand même à les emmener en playoff. Et il fait un match qui, malgré le score qui est très lourd, avec ses 31 points d'écart, un match qui n'est pas ridicule, loin de là. Donc c'est quand même quelque chose. Et tu en parlais, c'est vrai que si tu prends les stats, et c'est là toute la limite des statistiques en NFL, tu prends par exemple le nombre de first down, Cleveland est devant, avec 18 first down à 14. Tu prends le nombre de jeux, alors là c'est 70 à 44, c'est ce que tu disais sur le temps de possession. En fait, Houston est allé très vite. Ils n'ont pas eu besoin d'avancer 10 yards par 10 yards par 10 yards. C'était on avance un peu et on balance une flèche, et la flèche elle arrivait à destination, elle trouvait le cœur de cible quasiment à chaque fois. Là où il y a vraiment eu une performance aussi qu'il faut signaler, c'est sur la défense de Houston, qui va quand même saquer, je crois, 4 fois Joe Flacco, avec un Will Anderson qui a 7 pressions et un sac, parce qu'on parle beaucoup, comme rookie, de CJ Stroud, mais il ne faut pas oublier qu'en 3e choix, ils sont allés chercher Will Anderson, et lui aussi, ça a été quand même une très très bonne pioche. Et là, on se retrouve avec une équipe qui, on le disait après la draft, peut-être qu'ils ont posé les bases offensives et défensives pour le futur. Bah, on a l'impression qu'ils sont même déjà en avance sur leur temps de passage, du côté de Houston. Ouais, et puis tu en parlais, tu as raison de le dire, la pression mise et les sacs mis sur Joe Flacco ont généré aussi les 2 interceptions, dans le sens où Joe Flacco, il fallait qu'il se débarrasse du ballon, il fallait qu'il lance, il fallait qu'il progresse. Et donc, avec en plus le score qui n'était pas à son avantage, il fallait qu'il envoie, il fallait qu'il progresse. Donc, il ne pouvait pas se permettre de rester sur une 3e et punt. Donc, il fallait qu'il essaye. Et voilà. Donc, tout ça crée ces interceptions. Et donc, en fait, c'est un général. Mais moi, je retiens beaucoup, effectivement, la performance quand même de Joe Flacco, parce que ayant joué moi-même à ce fabuleux sport, quand assimiler un playbook à ce rythme et trouver ses coéquipiers à ce rythme-là, vraiment, franchement, bravo. Même si la plupart des playbooks, une fois qu'on est pro, voilà, on les connaît, mais mine de rien, il y en a des jeux à connaître, donc bon, voilà. Ça, alors moi, je n'ai pas joué à ce fabuleux sport qu'est le football américain, mais je me doute de la difficulté que ça doit que ça doit être, effectivement, d'apprendre tout ça en si peu de temps. Je noterai juste quelque chose, par contre, parce que lors d'un podcast en fin d'année, j'avais dit que Houston avait peut-être une faiblesse au niveau du rush, au niveau de la course. Et je trouve que sur cette partie, ils ont quand même répondu à quand même pas mal d'attentes. Alors oui, ils sont que, entre guillemets, à 76 yards de rushing yards quand ils ont 280 à la passe. D'accord, ça fait peu, mais pour autant, la ligne a été quand même assez forte, a permis de progresser. Et c'est quand même quelque chose qui est à noter, parce que je ne m'attendais pas à ça, surtout contre une équipe des Browns qui était réputée pour sa défense au sol. D'ailleurs, justement, peut-être qu'ils n'ont pas voulu aussi trop utiliser le sol en raison de la force de Cleveland, mais une petite question qui me vient à l'esprit là, rapidement.
On se rappelle qu'ils ont joué le jour de Noël ou le jour du réveillon, l'un contre l'autre, que les Browns avaient gagné assez largement face aux Texans. Il n'y avait pas CJ Stroud ce soir-là, mais il y avait Joe Flacco. Est-ce que finalement cette absence en saison régulière de CJ Stroud n'est pas un avantage dans le sens où Cleveland n'a pas pu s'ajuster par rapport à ce qui s'était passé il y a 3 semaines, alors que Houston, eux, ont pu. Tu vois, il y avait déjà Joe Flacco qui était là, il y avait les mêmes receveurs qui étaient là. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'il n'y a pas eu finalement cette absence de CJ Stroud où on se dit, ils n'ont pas pu voir ce que donnait CJ Stroud sur un match en réel? Alors, il y a la vidéo, il y a la préparation de match et tout, mais il ne l'avait pas affronté. Donc, ça se trouve, il y a peut-être eu un avantage de ce côté-là. Finalement, son absence en saison régulière a peut-être donné un petit plus pour les Texans. Non, t'en penses quoi? Alors maintenant, maintenant que les Texans ont gagné, oui, on va pouvoir le dire. Après, j'ai des doutes quand même parce que ils le connaissent, effectivement, il y a énormément de vidéos, ils peuvent le voir. Après, on en a parlé lors de notre live de dimanche. Pour moi, CJ Stroud rentre dès sa première année dans une classe de QB qu'on appelle des QB, non pas des QB des franchise players, mais des QB générationnels. On s'en rapproche de plus en plus. Alors, le terme est fort pour sa première année. Il va falloir qu'il confirme dans les années à venir. Pas forcément que l'année prochaine, mais peut-être dans 2 ans. Mais oui, effectivement, CJ Stroud, c'est un ovni. C'est quelque chose que je pense qu'on connaissait ses qualités, mais on ne pensait pas qu'il puisse à ce point s'imposer en NFL dès sa première année. De là à dire que son absence lors du match contre les Browns a été préjudiciable pour les Browns, je ne suis pas sûr, parce qu'au final, s'il avait joué contre les Browns et qu'ils avaient gagné, est-ce que même les Browns se seraient qualifiés? Donc bon. Oui, ça c'est. Alors, il se serait qualifié avec 17, je pense qu'il se qualifiait quand même. Mais bon, c'est vrai que ça n'aurait pas été forcément le même tableau de play-off, évidemment. Voilà. À ce moment-là. Bon, quoi qu'il arrive, ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, CJ Stroud, il va falloir le lire et le connaître, là, parce qu'à mon avis, c'est costaud. Et ce qui est sûr aussi, c'est qu'on a vraiment et là, ça saute peut-être encore plus aux yeux avec ce duel direct, si j'ose dire, contre les Browns. On a vraiment un joueur qui transforme son équipe du tout au tout, quoi. Quand tu vois la prestation entre il y a 3 semaines et là, c'était pas il y a 6 mois, hein, c'était même pas en début de saison. C'était entre il y a 3 semaines et là. Et tu vois, j'ai envie de dire presque la seule différence qu'il y a entre les deux, c'est qu'il y a CJ Stroud sur le terrain. Et tu vois la différence de physionomie de la rencontre, c'est assez impressionnant. Après, c'était un match de play-off, c'était un peu différent. Oui, c'est toujours autre chose. Hein. Je vais juste rebondir aussi sur ce que tu disais, parce qu'on parle beaucoup, effectivement, de CJ Stroud chez les Texans. Moi, je note beaucoup le coach, attention, hein, le coach qui arrive avec son cahier de jeu, et donc les coachs adverses doivent s'adapter à ce nouveau cahier de jeu, hein, qu'ils ne connaissent pas, puisque ce coach arrive... c'est un nouveau coach en NFL. Je vais noter quand même aussi beaucoup, effectivement, tous les rookies qui sont là et qui Will Anderson, tu en as parlé, qui sont autour de CJ Stroud. Et l'avenir est radieux, moi, je trouve, pour cette équipe, parce que c'est une équipe très jeune. C'est une équipe qui a beaucoup d'avenir. Et en plus de ça, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont être intéressés pour jouer avec ces joueurs-là, avec CJ Stroud, avec Singletary, avec Nico Collins, avec ce coach-là. Et ben voilà, moi je dis que c'est tout bénef pour ces Texans, que franchement, en termes de reconstruction, là, ils ont fait très fort. Oui, effectivement, ils pourront essayer de regarder du côté de la free agency, notamment s'il n'y a pas des petites choses à ajouter sur leurs points faibles pour la rendre encore meilleure. Les Texans qui sont donc qualifiés pour le Divisional Round. On passe aux Chiefs de Kansas City qui ont eux aussi gagné à domicile 26-7 face aux Dolphins de Miami. Des Chiefs de Kansas City qui ont été eux aussi, alors impressionnants, on va en reparler. Déjà, avant de parler du match en lui-même, première question parce que ça a agité les réseaux sociaux. Je veux ton avis, Vince. Fallait-il reporter la rencontre entre les Chiefs et les Dolphins pour niveler un petit peu le moins 35 degrés ressenti qu'il y avait sur le terrain, ne serait-ce que de quelques heures, pour que la température soit plus clémente? Quel est ton avis sur le sujet? On a des pros et des contre, hein. Donc là, on a du pour et du non. Donc vas-y, donne-moi ton avis à toi.
Je sens que ça va être le même que le mien, je sais pas pourquoi. Toi, tu es un homme qui aime l'avantage du terrain, je le sais. Je le sens. Il est pour Denver, alors il va aimer l'avantage du terrain. Mon avis à moi, c'est que si Miami voulait jouer sous des chaleurs à 30 degrés, ils avaient qu'à gagner contre les Bills. Gagner en saison régulière et recevoir. Et ben voilà, ça j'en ai dit. C'est tout. Et je suis désolé, mais le football américain, on doit le jouer qu'importe la condition météorologique, excepté l'orage. Et donc, il y en a une nouvelle cette année, quand on ne voit pas le bout de ses mains, quand on tend ses bras. Effectivement, c'est difficile de jouer à ce moment. Alors, il y a eu ce débat-là, et on va déborder avec le Bills Steelers, parce qu'on nous a dit, oui, la NFL doit jouer quelles que soient les conditions. C'est un petit peu ce qu'on entend tout le temps. C'est-à-dire que c'est une vieille pensée qui se dit, la NFL, elle ne reporte pas ses matchs. Alors, il y a effectivement le cas des orages. En fait, il y a 2 cas techniquement prévu dans les statuts de la NFL pour lequel il y a un report qui mettrait, alors le terme c'est un report qui mettrait parce que la sécurité des personnes, joueurs ou spectateurs ne serait pas garantie. Bon, il y a les orages effectivement et on a déjà vu, je me rappelle à Tampa Bay il y a quelques mois, il y avait un orage qui arrivait près du stade et le match avait été arrêté à la mi-temps pendant quelques minutes. Le temps que l'orage passe. C'était à Philadelphie aussi, non? Ou à Philadelphie aussi, mais il y en avait eu un temps pas, ça c'est sûr. Donc il y a ce côté, il y a les orages et les tempêtes, ouragans, etc., etc., etc. Dans ce cas-là, où les matchs sont reportés, on se rappelle malheureusement de la triste période de l'ouragan Katrina qui avait privé notamment les Saints de leur stade pendant 1 an. On a donc ces cas-là, et où il y avait eu des matchs reportés aussi ou décalés de quelques jours. Bref, on a ces 2 cas-là. Dans le cas de Buffalo, il y avait une tempête hivernale. Ils étaient en état d'alerte de tempête hivernale. Donc, de ce point de vue-là, il y avait du vent, il y avait énormément de neige, c'était dangereux pour les personnes qui se déplaçaient. D'ailleurs, il était interdit de circuler à ce moment-là dans la métropole de Buffalo. C'était pas que pour le match de la NFL, c'était interdit de rouler parce que de toute façon, tu voyais rien. Les journalistes d'ESPN sur place, c'est ce que tu disaient que si tu tendais les mains du bout de tes bras, tu voyais pas tes mains. Donc bon, vous imaginez jouer au football américain dans ces conditions et imaginez pour la télé regarder un match comme ça. Non mais à quel moment on aurait vu une action? Il faut un super arbitre. Voilà, les conditions n'étaient simplement pas possibles. Pour Kansas City, certes, il y avait un froid intense, moins 35 en ressenti, mais il y avait des protections qui avaient été données aux joueurs, des briefings qui avaient été faits auprès des joueurs et des arbitres pour le froid, et le stade de Kansas City avait mis en place toutes sortes de dispositifs pour justement garantir la sécurité des personnes qui venaient au stade et qui, une fois dans les tribunes, avaient des couvertures chauffantes, etc., etc. Voilà, donc il y a eu on dit il y a eu un 2 poids 2 mesures, on a laissé jouer Kansas City pour les favoriser. Je ne suis pas fan des Chiefs, mais je pense qu'on a laissé jouer Kansas City parce que ça ne représentait pas de risque. D'ailleurs, il n'y a pas eu plus de blessés que dans un autre match, à ma connaissance. Je rajouterais juste quelque chose, c'est qu'à Buffalo, on n'en parle pas beaucoup en France parce que, mais c'est quand même courant les tempêtes de neige et ça arrive. L'année dernière, il y a eu une très grosse tempête de neige, alors c'était pas à Buffalo même, mais c'était juste à côté, il y a eu une 50aine de morts dues à la tempête de neige et aux gens qui étaient sur la route. Moi, je comprends très bien le gouverneur qui interdit la tenue d'un match et la tenue de déplacement de supporters. Qui ne veut pas avoir quelques morts de plus sur les bras à cause d'un match de football américain. Il faut bien raison garder. Le match de Kansas City, les routes étaient déneigées. On a beaucoup parlé à un moment donné du fait que le sol était trop dur pour les joueurs et que ça pouvait faire mal. Je suis d'accord, sauf que il avait apparemment, moi j'ai vu un article là-dessus, comme quoi ils auraient chauffé la pelouse et qu'il n'y avait pas de souci là-dessus. Moi personnellement, j'ai joué au football américain dans le nord de la France, dans le nord-est, et j'ai joué sous la neige avec -2. Alors c'est fun quand on se dit, ouais, il y a de la neige, c'est trop bien de jouer dans la neige et tout, c'est trop rigolo. Quand on a 20 ans, c'est cool, sauf que quand on se fait flaquer et qu'on va au sol, effectivement, le sol est gelé et ça pique un peu. Là, c'était pas le cas. Quand on voit les images, le sol n'avait pas l'air gelé. En plus, ils ont dit qu'ils l'avaient dégelé, donc
Il n'y avait pas de raison de pas jouer ce match. Voilà, donc on a ce... Et il y avait eu aussi, tu parlais de l'an dernier de la tempête à Buffalo qui effectivement avait fait des morts, et il y avait eu aussi ce cas où ils avaient délocalisé un match juste avant Thanksgiving du côté de Détroit. C'était contre les Browns de Cleveland, si ma mémoire est bonne. Et voilà, mais parce que là c'est pareil, l'aéroport était impraticable, ils ne pouvaient pas atterrir, il y avait eu tous ces problèmes-là. Donc à partir de là, si l'équipe adverse peut pas se rendre dans le stade, évidemment ça pose problème pour jouer. Bon, et encore une fois, c'est un cas de tempête hivernale. Et les statuts de la NFL sont clairs. En cas d'orage ou de tempête, les matchs peuvent être reportés. Dire qu'il n'y a jamais de match reporté en raison des conditions climatiques, c'est faux. Il y en a eu des dizaines, en fait, et depuis des dizaines d'années, ça existe. Ça, c'est pas une lubie qui date d'il y a 2 ans. Vous pouvez regarder, hein, ça a commencé dans les années 90, des ouragans, des choses comme ça qui arrivent près. L'an dernier, il y avait un ouragan qui est arrivé sur la Floride et il y avait un match à Miami. Pendant un long moment, ils ont guetté la trajectoire de l'ouragan pour savoir si ça allait être jouable ou pas. Parce que si c'était trop près du stade, ils auraient reporté le match, évidemment. On va pas jouer un match de football américain avec des vents de 120 km/h. Enfin, pour la sécurité, c'est impensable. Et on va pas le faire juste parce que ça ferait plaisir à des gens qui se diraient, bah oui, vous voyez, la NFL, ils sont plus forts que tout le monde, ils jouent des matchs dans toutes les conditions. Non. Il y a des moments, il y a de la sécurité qui doit intervenir. Et honnêtement, c'est mon avis, après chacun aura le sien, je ne pense pas que Kansas City a été favorisé par la NFL sur ce coup-là. Ils ont juste appliqué les statuts et Kansas City s'est favorisé lui-même en remportant sa division, au contraire des Dolphins de Miami. Voilà, qui, s'ils voulaient jouer dans leur stade, avaient qu'à battre les Bills en semaine 18. Voilà, c'est aussi simple que ça. On en revient donc à ce match entre les Chiefs et les Dolphins, puisque pour la deuxième fois de la saison, les Chiefs ont battu les Dolphins, et j'ai envie de dire, presque, dans un remake de ce qu'on avait vu en Allemagne. C'est presque, alors pas un copier-coller, mais on a quand même, on reviendra sur Kansas City juste après, on va déjà parler de Miami, on a quand même cette faculté des Dolphins, ou plutôt cette non-faculté à produire des points contre Kansas City. C'est assez impressionnant. C'est le plus faible total de points marqués par Miami de toute la saison. Ils n'avaient jamais marqué moins de 10 points sur une rencontre. C'était une attaque complètement explosive. Ils arrivent face à Kansas City. Et là, ils marquent que 9 points. Et le deuxième plus faible total de points marqués cette saison par Miami, c'est 14 points. Et c'était, je te le donne en 1000, contre les Chiefs de Kansas City en Allemagne. Il y a un moment, c'est plus un hasard. Hein. Non, c'est pas un hasard. Puis c'est... Enfin... Là, on va pouvoir parler de beaucoup de choses, parce qu'en fait, effectivement, donc, il y a le facteur température, on en a parlé, le facteur expérience qui rentre en compte à ce stade des playoffs, l'impact, l'ascendant psychologique qu'ont pris les Chiefs lors de ce fameux match en Allemagne, parce que ce match-là a été quand même dominé de la tête et des épaules par les Chiefs en Allemagne. Et puis surtout, puisqu'on parle des Dolphins, j'ai l'impression qu'ils ont été prêts trop tôt dans la saison, qu'ils étaient incroyablement forts en début d'année et qui se sont écroulés petit à petit, et que c'était ces fameuses équipes qui gagnaient tout contre les petits, mais qui perdaient tout contre les gros. Alors, à part contre Dallas, si je ne me trompe pas, ils ont battu les Cowboys, les Dolphins, mais sinon, ils n'ont pas de très très gros... des grosses proies à leur tableau de chasse. Moi, personnellement, je les ai vus très beaux, surtout après cette victoire contre Denver avec 70 points. Mais est-ce qu'ils n'en ont pas trop montré? Est-ce que, au contraire, c'était pas un jeu qui était trop stéréotypé et dont on pouvait trop facilement attendre l'ouverture du cahier de jeu, et donc que les coachs défensifs se mettaient bien face à ce jeu-là? Je n'arrive pas trop à l'expliquer, parce que les talents sont là. Intrinsèquement, il a montré plein de bonnes choses, donc on sait qu'il a du talent. Devon Achane, malheureusement, il s'est blessé un peu au mauvais moment. Ça lui a quand même un peu plombé sa fin de saison, cette blessure-là qui l'a vraiment un peu éloigné, et puis il a eu du mal à revenir, surtout. Vraiment, il a eu
au final, très peu de portée de balle. Il n'a eu que 6 sur le match contre les Chiefs. C'est pas beaucoup. Tyreek Hill s'est aussi un peu effondré en fin d'année. Il était sur une base de 2 milliards, il ne les a pas atteints. Et puis, voilà. Enfin, assez déçu de la fin de saison des Dolphins de manière générale. Je ne sais pas ce que toi, tu en as pensé, Flav, mais... Oui, alors je préciserai quand même parce que sinon on va nous le reprocher chez la fanbase des Dolphins et on les adore en plus. On salue d'ailleurs le podcast de la fine équipe qui fait du très bon travail aussi en podcast. Mais on précise quand même qu'ils avaient énormément d'absents. Alors on va nous dire c'est le lot de beaucoup de franchises à ce moment-là de la saison. Il y avait quand même beaucoup de titulaires qui étaient pas là. Moi, je pense qu'il y a déjà une énorme performance, une énorme préparation de la part de la défense des Chiefs de Kansas City. On sait que ça a été leur force et peut-être le côté le plus rassurant des Chiefs depuis le début de saison. Cette défense a toujours plutôt bien fonctionné, que ce soit avec Chris Jones, mais que ce soit aussi avec un joueur dont on parle trop peu, qui est Jarius Sneed, franchement, qui est un cornerback qui éteint les receveurs les uns après les autres. Et pour la deuxième fois de la saison, il a contribué à mettre sous les noir Tyreek Hill, qui reste à 62 yards. Alors certes, il marque un touchdown, mais il prend 62 yards. C'est quand même pour Tyreek Hill assez famélique. Et le pire dans cette affaire, c'est que c'est le meilleur receveur des Dolphins. Et que si tu vas chercher le deuxième, c'est Cedric Wilson avec 37 yards. Forcément, ça reste compliqué. Les conditions météo dont on a parlé étaient excellentes pour la défense de Kansas City. C'était exactement, ça va être le genre de conditions qui va favoriser les petits scores, voilà. Donc les équipes plutôt défensives. Là, les Chiefs, ils se sont reposés là-dessus. Enfin, on va donner quelques stats quand même. Hein. Miami, c'est 151 yards de gagner sur le. Alors attendez, oui c'est ça. Non, 199. Je sais plus. Attends, j'ai 264 yards, moi. 264. Oui, alors je dis n'importe quoi. Bon, voilà. C'est 188 à la passe et 76 à la course. C'est tout à fait. Mais tu vois, c'est vraiment. Enfin, quand tu prends les statistiques de l'année des Dolphins, tu te dis quelle est la recette qu'ont les Chiefs pour réussir à les freiner à ce point? Parce que les autres équipes aussi auraient dû pouvoir être capables de faire ça, sauf qu'ils n'ont jamais été capables de le faire. Il y a beaucoup d'équipes qui se sont cassées les dents et étaient assez bien placées pour savoir que ça a été compliqué. Moi, je vais te donner une autre stat aussi qui est marquante sur la partie. L'efficacité en troisième down. 8% seulement pour Miami. Oui, et alors si je dis pas de bêtises, je crois que c'est pendant les 3 premiers quarts-temps, ils n'avaient pas, ou enfin, si on prend 3 quarts-temps, je sais plus si c'est le 1, 3, 4, ou ils sont à 0 sur 6 en first down, en third down, seulement 6 first down et 0 sur 7 en troisième tentative. Tu vois, il y a eu un quart-temps où ça a marché, mais si tu prends les 3 autres, ça a été la bérésina pour les Dolphins. Oui. Non, mais c'est bien. La marche était aussi un peu haute. Il ne faut pas oublier non plus Kansas City, parce que là, on s'est focus sur les Dolphins, on va aussi se focus sur les Chiefs, parce que c'est eux qui gagnent au final. Quand on regarde, Patrick Mahomes est à 23 sur 41, c'est pas exceptionnel, 262 yards. Quand Tua Tagovailoa, il est à 20 sur 39, donc 23-41 ou 20-39, on n'est pas loin en termes de stats. De similarité. Par contre, ce qui fait la différence, c'est derrière les yards quand même, parce que même s'il n'y a que 3 passes de plus que tu as, Patrick Mahomes arrive à envoyer quand même 80 yards de plus, 75 exactement, de plus à la passe, et la grosse différence, elle se fait à la course. 147 yards à la course pour Kansas City contre seulement 76 pour Miami. Ça fait une énorme différence. Alors qu'on a le meilleur marqueur de touchdown de l'année sur le jeu au sol avec Raheem Mostert du côté de Miami. Et là, effectivement, c'est surtout Isaiah Pacheco qui a une nouvelle fois, j'ai envie de dire, apporté ce plus. Parce que quand Patrick Mahomes, et on sait les difficultés qu'a Patrick Mahomes avec les receveurs cette année, dès que ça marche pas dans ce jeu de passe, les Chiefs peuvent s'appuyer sur Isaiah Pacheco.
on nous a souvent dit le jeu de course, c'est pas l'ADN des Chiefs de Kansas City, etc., etc. Il n'en reste pas moins que le jeu de course, parfois, cette saison, les sort de situations compliquées. Alors, pas forcément là, parce que la défense avait déjà fait le boulot, et de toute façon, essayer de gagner un match de play-off avec 7 points marqués, bon, il conviendra que c'est quand même compliqué. Voilà. C'est possible. Il y en a qui ont gagné des Super Bowls avec 13 points. Bon, mais voilà, ça reste quasiment 2 fois plus quand même. Hein. Donc, avec 7 points, c'est quand même compliqué. Maintenant, le jeu de course peut, et je pense au match de la semaine prochaine face aux Bills, on en parlera dans la preview que vous aurez demain, mais ce jeu de course peut être intéressant dans des conditions climatiques difficiles, notamment, et Isaiah Pacheco est un élément. Alors, j'en rajouterai un deuxième, très important dans l'attaque des Chiefs, c'est Rashee Rice, qui quand même, pour un rookie, réussit une saison lui aussi absolument impressionnante, 130 yards encore et un touchdown en 8 réceptions dans ce match-là. Il a tout fait, notre ami Rashee Rice. C'est vraiment... Alors qu'il est quand même entouré de receveurs comme Marquez Valdes-Scantling, qui est quand même beaucoup plus chevronné en NFL. Tu vois. Mais il est partout, Rashee Rice, partout. Justement, et tu as raison de le souligner, hein, ce Rashee Rice, il est arrivé à point pour Patrick Mahomes, c'est devenu un peu une soupape. Quand ces receveurs lâchaient les balles, parce qu'à un moment donné, on en a parlé quand même, hein, on a même critiqué Patrick Mahomes, des fois à raison, souvent à tort, parce que quand même, il mettait dans les mains des receveurs qui ne catchaient pas, à commencer même par Travis Kelce. Il y a un moment où Travis était un peu en travers. J'ai l'impression qu'ils sont bien revenus, avec leur expérience, ils sont arrivés, ils ont dit, nous, on sait faire, nous, on connaît la recette, on sait faire, on va y aller tranquillement. Et ils ont disséqué le jeu. Tu parlais du jeu de course tout à l'heure, Isaiah Pacheco, effectivement, 89 yards, il est à 3,71 yards de moyenne. Pour un running, c'est exceptionnel. Hein. Ça veut dire qu'en 3 tentatives, s'il fait toujours 3,71, il gagne la première. Ouais, voilà. Donc, c'est quand même exceptionnel. Faut pas oublier une autre stat. Patrick Mahomes, c'est la course. Hein. Il a deux courses, 41 yards. Et avec des courses qui ont vraiment apporté, d'ailleurs, je crois que c'est sur une de ces courses qui casse son casque, la fameuse image du casque qui vole, mais des courses qui ont énormément apporté. Il en a certes fait que 2, mais à chaque fois, là, c'est 41. Alors, je crois qu'il gagne 27 ou 28 sur une et 12 ou 13 sur l'autre. Mais c'est absolument énorme. Et c'est des courses qui, en plus, ont été importantes dans les 2 drives dans lesquels ça s'est produit. Ça a vraiment permis de faire très, très bien avancer son équipe. Et c'est vrai que tactiquement, parce que c'est aussi ça qui est important, je veux comprendre pourquoi. Un QB qui arrive à courir 10 yards, la défense derrière, elle est obligée d'avoir un œil sur lui. Et oui. On est obligé. On ne peut pas laisser un QB comme ça. Pour faire une comparaison avec un QB très connu qui ne courait pas, il y en a plusieurs, mais on peut prendre l'exemple de Peyton Manning, ne courait quasiment jamais. Et pourtant, il arrivait à disséquer la défense comme ça. Mais les nouveaux QB, les QB nouvelle génération, ont quasiment obligatoirement ce bagage de course un peu sur eux. Alors, pas à l'excès, comme on a pu le voir avec Robert Griffin III, par exemple, ou des choses comme ça. Mais par exemple, Lamar Jackson en a fait sa qualité. Et un des premiers à l'avoir vraiment démocratisé au plus haut niveau, cette pluridisciplinarité, j'ai oublié son nom, je suis désolé, je l'oublie tout le temps, c'est le QB des Panthers, c'était... Cam Newton. Voilà, merci. Qui était un des premiers à mener cette pluridisciplinarité. Et j'ai l'impression que Patrick Mahomes, même s'il se repose beaucoup plus sur son jeu de passe que sur ses propres courses à lui, il sait le faire. Ah oui, il sait faire. Rien que le savoir le faire, et la défense, elle est obligée d'avoir un œil sur lui, et ça peut libérer un receveur. Quand c'est utile, il sait le faire. Alors, on parlait de Rashee Rice tout à l'heure et de Travis Kelce. Travis Kelce qui est quand même à 71 yards sur cette rencontre-là, ce qui est plutôt pas mal. Cette réception, 71 yards, alors il n'a pas de touchdown, on sait que cette année il marque moins, mais aussi parce que la couverture est beaucoup plus forte sur lui, forcément, comme les receveurs à côté, ils ne sont pas forcément fifous, pour passer une expression de Seb, forcément tu te concentres sur la soupape de sécurité qui est Travis Kelce. Et donc ça rend les choses plus difficiles pour lui, c'est évident, mais justement, est-ce que
le fait que Rashee Rice commence à exploser, si j'ose dire, est-ce que ça va pas relaisser un tout petit peu, je dis bien un tout petit peu, de liberté supplémentaire à Travis Kelce? Alors moi, je pense que ça va beaucoup plus libérer, pas Travis Kelce, parce qu'il sera toujours surveillé comme le lait sur le feu. Et puis, on ne surveille pas un tight-end comme on surveille un receveur. Mais par contre, ça va relibérer Marquez Valdez-Scantling, par exemple, qui passe un peu au travers pour le moment, mais qui peut se faire un peu plus de place, notamment grâce à Rashee Rice qui va prendre les corners les plus forts sur lui, certainement dans les matchs à venir. Pour expliquer simplement, Travis Kelce, la plupart du temps, sur un tight end, on ne met pas un cornerback en couverture, on met plutôt un outside linebacker et potentiellement un safety qui peut le surveiller. Et c'est sur la lecture du safety, effectivement, que Rashee Rice va pouvoir prendre un petit peu plus de lecture du safety et donc potentiellement Kelce avoir un petit peu plus de sortie. Mais la plupart du temps, c'est sur un contrôle direct avec son outside linebacker et après, à voir comment ça se passe. Mais je pense pas que l'explosion de Rashee Rice ait un réel impact sur l'impact dans le jeu de Travis Kelce. Et si on prend Rashee Rice et Travis Kelce, c'est quand même 22 targets sur le match, sur les 41 passes de Patrick Mahomes, 22 fois. C'était soit pour Rashee Rice, soit pour Travis Kelce. Juste un dernier point, et après on va accélérer un petit peu, parce que sinon vous allez avoir un podcast de 3h30. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez, on aime bien la NFL. On est comme ça, on parle avec Vince. Et puis bon, on vous fera une timeline avec chaque match, comme ça vous irez écouter celui que vous voulez. Je voulais dire, oui, la difficulté encore pour les Chiefs. Le petit point faible quand même de ce match, c'est l'efficacité en red zone. 2 sur 6 seulement, 2 touchdowns sur 6 incursions. Un Harrison Butker qui certes a été encore une fois parfait au pied, mais quand même ça commence à faire beaucoup. Déjà les dernières semaines, on avait vu cette difficulté d'aller marquer des touchdowns. C'est peut-être ce qui pourrait à terme jouer des tours à ces Chiefs de Kansas City. Ouais. On passe au dernier match de l'AFC, le match qui s'est donc joué lundi et non pas dimanche. On en a parlé à cause de la tempête hivernale. Une tempête qui visiblement n'a pas trop déstabilisé les Bills de Buffalo, qui se sont imposés 31-17 face aux Steelers. J'ai envie de dire un match en 2 temps. D'abord, les Bills qui appuient très fort sur l'accélérateur et les Steelers qui étaient un peu en panne sèche dans le premier quart-temps, on va dire même dans la grosse première moitié du match. Et après, ça s'est un peu normalisé, mais le mal était déjà fait. Les Bills étaient déjà devant et ont géré, entre guillemets, leur avantage. Oui, c'est exactement ça. Les Bills qui ont su attaquer dès le départ, ils ont attaqué pied au plancher. Ils ont mis Mason Rudolph sur les talons dès le départ. C'était assez compliqué pour lui. Et au contraire, Josh Allen, lui, est rentré dans son match très, 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 très fort. 21 sur 30 à la fin pour lui. 203 yards, 0 interception, 3 TD. Bravo, quoi. Hein, bravo les Bills pour avoir réussi ce plan de jeu. Si on regarde les stats, hein, parce que c'est vrai qu'on peut beaucoup regarder sur les stats, puisque c'est un outil qui est très très fort. Bizarrement, je ne m'y attendais pas, mais il y a eu plus de yards à la passe du côté de Pittsburgh que de Buffalo, puisque Pittsburgh est à 218 yards à la passe et Buffalo est à 189. Par contre, en termes de rushing yards, Buffalo est à 179, et là encore, je ne m'attendais pas à aller voir courir autant. Quand Pittsburgh est à 106. Alors, je ne m'attendais pas à les voir courir autant. On en a parlé, les conditions climatiques font aussi beaucoup, jouent aussi sur le cahier de jeu et comment on peut jouer. Hein. Donc, peut-être qu'avec la tempête de neige qu'ils avançaient, alors effectivement pendant le match il n'y a pas eu de neige qui est tombée, il me semble en tout cas. Non, tu dis pas de bêtises, il n'y avait pas de neige effectivement. Et le vent c'était ça tombait des tribunes parce que les fans des Bills balançaient des boules de neige sur le terrain, mais c'était pas du ciel. Ce que je veux dire c'est que la neige s'était calée et le vent s'était calé aussi, il n'y avait pas beaucoup de vent, mais par contre dans la préparation de leur match, les coachs ont peut-être imaginer des scénarios où il y avait eu beaucoup de vent et donc ils ont ouvert un peu plus le cahier de jeu de la course, chose qui est logique hein, au final, hein, c'est quelque chose qui se fait souvent. Donc après une victoire des
des Bills assez logiques quand même quand on regarde la saison. Hein, alors quand on regarde la saison des Bills, d'accord, mais surtout quand on regarde l'inconstance des Steelers au fur et à mesure de la saison. On en a parlé pendant très longtemps. Les Steelers qui gagnaient tout le temps leur match, mais en avançant moins sur le terrain que les équipes adverses. Et pourtant, ça gagnait. Cette instabilité offensive avec ce changement de coach offensif en plein milieu de la saison, c'est déjà très bien qu'ils soient arrivés en playoff. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils le gagnent, ils ne l'ont pas gagné, et c'est somme toute assez logique. Oui, c'est effectivement assez logique. Alors, effectivement, tu parlais du jeu de course des Steelers. C'est vrai qu'on a un Najee Harris qui revenait très très bien en cette fin de saison régulière, qui là a été cantonné à seulement 37 yards dans 12 portées. Et on a vraiment vu tout de suite, dès le début de la rencontre, que clairement, la défense de Buffalo allait essayer de freiner au maximum le jeu de course des Steelers. Ils savent que Mason Rudolph n'est peut-être pas toute raison gardée, je ne ferai pas mieux que lui, je le sais, hein, mais n'est peut-être pas le quarterback le plus talentueux de la ligue, et c'est pas lui faire offense que de le dire, je pense. Donc ils se sont dit, bon, ils vont essayer d'appuyer sur ce jeu de course, notamment avec Najee Harris et Jaylen Warren. Warren finit à 38 yards, Harris finit à 37. Bon, c'est difficile de gagner un match pour les Steelers cette année avec seulement, on va dire, on va vulgariser 75 yards avec leurs deux running backs principaux, alors que, encore une fois, Najee Harris était en pleine forme. Ouais, alors, juste le seul point un peu positif dans les deux runnings, c'était Jaylen Warren qui finit avec une moyenne à 4,75 yards par portée, chose qui est pas mal. Hein. Oui, mais tu vois, ils ont beaucoup servi Najee Harris avec 12 portées. Alors après, la physionomie du match a fait que Buffalo allait forcément beaucoup plus courir parce qu'ils ont pris rapidement 21 points d'avance, si je ne dis pas de bêtises. Et forcément, dans ce moment-là, tu vas faire courir le chronomètre avec le jeu de course, alors que les Steelers vont être obligés d'appuyer plus à la passe pour gagner du terrain rapidement. Donc voilà, je pense qu'il y a ce côté-là aussi qui a fait cette différence entre les Bills et les Steelers, et le fait que ça se joue davantage à la passe. Il y a eu aussi cette très 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 difficile mise en action des Steelers de Pittsburgh. On rappelle que sur les 4 premiers drives, c'est punt, fumble, punt. C'est quand même assez triste, et en plus c'est des punts qui arrivent après 3 ou 4 jeux. Je crois qu'il y avait eu un first down sur les 4 premiers drives offensifs. Voilà, forcément, quand tu pars comme ça dans un match, ça devient compliqué. Et le fumble en plus de Pickens dès le premier jeu de leur deuxième drive, je crois, de leur troisième, peu importe. C'est dès le premier jeu, ils repartent de leur 25, une passe qui est lancée, Pickens qui relâche le ballon, fumble, hop, ils récupèrent, ils se prennent un TD sur le jeu suivant, parce que Josh Allen fait juste une passe et ça part en touchdown, si ma mémoire est bonne, c'est celui de Kincaid. Voilà, donc... Bon, forcément, là, tu prends un coup sur la casserole assez sévère. Quoi. Tu t'oublies quand même, parce que là, tu as parlé des 4 premiers jeux, mais tu oublies que sur le 5e jeu, il y a interception lancée. Oui, c'est vrai, dans la end zone. Oui, et sur le 6e, c'est punt encore. Hein. Oui, voilà. On pourrait continuer. De toute façon, ça a duré quasiment toute la première mi-temps. Hein. En fait, ils ont marqué à la fin toute fin de la première mi-temps. Fin de la première mi-temps, ouais. Ça a été un long chemin de croix. Alors, il y a quand même eu une action dans cette rencontre dont il faut qu'on parle rapidement, c'est ce touchdown. Et les fans qui trouvaient leur place dans les tribunes, c'est ça ? Oui, alors il y a aussi ces magnifiques coups de pelle donnés par les fans. Je ne sais pas si la pelle était fournie avec la place de match. D'ailleurs, je ne sais même pas s'ils avaient encore des billets numérotés, parce qu'ils n'arrivaient pas à avoir leur siège, les pauvres. Non, alors, juste, je peux Tanneige 814. J'ai vu passer un tweet là-dessus où il disait qu'en fait, ils avaient les places et qu'après, par compartiment, c'était le premier qui arrivait qui se servait sur sa place parce que oui, mais le premier qui est arrivé, il a dû déneiger pour tous les autres déjà. Donc, encore une chance qu'il a pu choisir sa place. Il faut savoir que les fans des Bills, les Bills avaient demandé à leurs fans de venir au match avant et ils étaient payés 20 € de l'heure pour déneiger les travées. Tout à fait.
Et c'était depuis le samedi, hein, donc ça faisait quasiment 24 heures. Depuis le dimanche, ça faisait 24 heures que des gens déneigeaient en continu. Les travées, notamment, on avait demandé de déneiger les escaliers et les coursives qui amènent dans les différentes places, et non pas les sièges, ce qui nous a donné ces scènes magnifiques de gens se fendant dans la neige pour pouvoir trouver leur place. Mais là aussi, c'est une question de sécurité, hein, c'est pour ça qu'ils l'ont fait. Et alors, on rappelle aussi que les Bills de Buffalo vont construire un nouveau stade qui n'aura pas de toit. Hein. C'est d'ailleurs, ça a été en débat. Non, mais ça, je suis. Enfin, bon, ok. Le problème du non pas de toit, c'est qu'ils ne pourront pas accueillir le Super Bowl dans ce stade, puisqu'on sait que pour accueillir le Super Bowl, il faut soit avoir un toit dans les zones où il y a risque de neige et risque de froid, soit être dans une zone au climat tempéré, Miami, le Texas, la Floride, la Californie, l'Arizona, tout ça. Ouais. Quoi qu'il arrive, moi je trouve que c'est très bien de ne pas avoir de toit, ou à la limite jouer avec un toit rétractable. L'avantage du terrain, c'est quand même important. Et quand on reçoit Miami alors qu'on est dans une zone neigeuse, eh ben, je suis désolé, ça a un impact. Voilà, tout à fait. Alors, je disais donc l'action dont je voulais parler, c'était non surveillance de Vince qui vient de tomber en plein milieu du podcast. Tout va bien, tout va bien les amis. Ne réglez pas votre son et désolé pour ce bruit si vous étiez en voiture. J'espère que nous n'avons pas créé un accident. Hein. La personne a pris peur, elle vient de foncer dans un poteau, on en est désolé, et nous ne remboursons pas les véhicules accidentés, nous le rappelons. Je disais donc, cette action, on va finir par y arriver, de Josh Allen, c'est 52 yards à la course pour touchdown. C'était l'un des jeux, en plus, c'est le jeu qui a permis de prendre 3 possessions d'avance pour les Bills. Et au milieu de cette course de Josh Allen, il y a eu un moment où il a freiné, où il a semblé qu'il allait slider, pour finalement continuer sa course. Alors certains ont crié au fake slide, donc au faux slide, hein, au faux glissement, si j'ose dire. D'autres ont dit qu'il avait sans doute voulu le faire et puis qu'il s'était rétracté, mais qu'il n'y avait pas de pénalité ni quoi que ce soit de mal intentionné. Est-ce qu'il y a eu, à ton avis, fake slide ou pas sur cette action de Josh Allen ? Est-ce qu'il a tiré profit de ce ralentissement pour finalement réussir à marquer son touchdown? Moi, je pense qu'il avait quand même assez d'avance et qu'il le marquerait quand même quoi qu'il arrive. Maintenant, effectivement, fake slide ou pas, j'ai un peu... comment dire ? Mason Rudolph a été pénalisé d'un fake slide à un moment plus tard dans la partie. Ouais, en fait, moi, c'est la règle que je ne comprends pas et qui m'énerve un peu. À partir du moment où un QB part, je ne vois pas pourquoi on le protégerait. Un QB, il décide de courir, eh ben on va courir, on va le cartoucher. Il prend le risque de courir, et ben on le cartouche. S'il veut vraiment ne pas se faire cartoucher, il se met par terre 2 yards avant les défenseurs. Et il y a beaucoup moins de risques qu'il se fasse cartoucher. À mon sens, le football américain, ça reste quand même un sport de contact, ça reste un sport de corps. Hein. Quand on a la balle, le but, c'est d'éviter de progresser. Mais c'est un sport de contact. Si tu veux prendre le risque de courir avec ta balle, et ben tu y vas. Mais arrêtons avec ce cas-là. Pourquoi on protège que les QB et pas les running backs ? Moi, c'est quelque chose que j'ai du mal avec ça. Ouais. Effectivement, on a ce petit côté, voilà, c'était un peu bizarre ce moment-là parce que effectivement, s'il avait vraiment slidé et que le défenseur était allé au contact, il y aurait eu dans ce cas-là une pénalité à appeler pour brutalité non nécessaire. Donc, on a vraiment ce côté un petit peu, voilà, on peut pas toucher le QB tant qu'il est debout. Si slide, on peut plus, si justement on peut le toucher tant qu'il est debout. Si slide, on peut plus le toucher. Mais s'il fait à moitié semblant de slider pour continuer, bah du coup on sait plus trop quoi faire. Bref, c'est un petit peu la règle qui est absurde plutôt que le comportement de Josh Allen qui, de toute façon, on ne saura jamais s'il avait voulu ou pas. Alors, je pense qu'il a eu l'intention de le faire parce qu'il ralentit et qu'il commence à mettre son pied en avant. Mais voilà, c'est vrai qu'il n'avait pas amorcé de gestes trompeurs pour la défense de slide. Les playoffs de l'AFC continueront donc ce week-end avec le Divisional Round qui verra s'opposer. Alors, si mon calendrier est bon, c'est samedi à 22h30 la rencontre entre les Ravens de Baltimore et les Texans de Houston qui sera commentée en direct sur Twitch par nos soins, évidemment. Hein, l'équipe TFA, vous la retrouvez tous les week-ends maintenant sur Twitch pour vous commenter des matchs. Et donc, on aura le match entre Houston et Baltimore à 22h30 samedi.
Et dimanche, nous aurons en prime time, enfin même pas en prime time, c'est à 00:30, je crois. Enfin bon, c'est dans la soirée aux États-Unis, enfin dans la fin d'après-midi. Nous aurons le match entre les Bills de Buffalo et les Chiefs de Kansas City. Un espèce de classique, si j'ose dire, de ces dernières années en playoff, qui va cette fois se dérouler à Buffalo, parce que d'habitude c'était plutôt à Kansas City. Mais voilà, on aura un Buffalo-Kansas City. Et les deux vainqueurs se retrouveront en finale de conférence le dimanche suivant. Voilà, ce sera à suivre là aussi sur nos antennes. Alors on n'a pas oublié la NFC, c'est pas parce qu'on vient de faire 50 minutes sur la NFC qu'on va pas parler de la NFC. Oh là là, c'est bien mal nous connaître. La NFC, donc, on est parti avec le premier duel de cette NFC, et celui-là, tu l'as commenté en direct, mon cher Vince. Alors Dieu sait si tu la connais bien. Et c'est une grosse surprise. C'est peut-être l'une des plus grosses surprises, d'ailleurs. Tu me diras si c'est la plus grosse surprise de ce tour-là, parce qu'on en a eu quand même quelques-unes. On a parlé des Texans, on parlera plus tard des Buccaneers. Les Packers de Green Bay qui sont allés gagner à Dallas. Dallas qui était invaincu depuis 16 matchs consécutifs à domicile en saison régulière et qui est passé complètement au travers, notamment défensivement, avec 48 points inscrits, alors même qu'il n'en avait encaissé que 18 en moyenne depuis le début de la saison régulière. 48 points inscrits et un Aaron Jones absolument incroyable, 118 yards et 3 touchdowns. Une soirée parfaite pour les Packers. Parfaite. C'est une soirée parfaite pour les Packers parce que côté Dallas, c'était vraiment, vraiment compliqué. On va commencer quand même à parler de Dallas Curse un peu, non, pour les playoffs là. Je sais pas, il y a un sort contre eux. Je comprends pas. Tu as parlé de la stat invaincu à domicile pendant la saison régulière, mais tu as raison de le dire pendant la saison régulière parce que c'est une équipe qui est complètement différente en playoffs. Et ça fait 20 ans que ça dure. Mais bien sûr, mais qu'est-ce qu'elle était forte en saison régulière? Qu'est-ce qu'elle a été? Elle a été costaud ces derniers matchs là. Ils ont roulé en fin de saison, mais tout le monde disait attention les Cowboys, attention les Cowboys, attention les Cowboys. Oui, mais on dit attention les Cowboys tous les ans presque depuis des années. Mais parce que en soi, la valeur intrinsèque en termes de qualité de cette équipe, les qualités intrinsèques, elles sont fortes. Dak Prescott, c'est pas non plus le dernier des peintres, quoi. Donc, je sais pas. J'arrive pas à comprendre. À mon avis, là, il va falloir. Enfin, à mon sens, il va y avoir du gros changement du côté de Dallas. Il va falloir que ça change à un moment, de toute façon. C'est-à-dire que là, cette équipe a subi trop de défaites en play-off où normalement ils auraient dû gagner. Trop de problèmes. Et à mon avis, maintenant, c'est comme si eux-mêmes, ils s'auto-disaient ben non, on n'y arrivera pas, quoi. Parce que c'est les play-offs et donc on n'y arrive pas. On ne sait pas faire. Ils savent autant faire. C'est un match de football américain comme un autre. Mais sauf que dans la tête, il faut s'y mettre. Il faut se le dire, ça. Et ça, c'est compliqué. Donc, il va y avoir des changements. Je ne vois pas comment la franchise ne peut ne pas changer. Alors, soit que ça soit de changer de QB, soit le coach, soit l'entourage, le GM, je ne sais pas. Mais il faut changer des choses. Dak Prescott, et franchement, bon, comme tu l'as dit, on a commenté ce match. Le score, il est flatteur pour Dallas. Alors, justement, il y a ce vrai débat qui s'est fait jour, et de toute façon, qui se fait jour à chaque fois que Dallas se fait éliminer depuis ces dernières saisons. Dak Prescott est-il fait pour faire passer un palier à cette franchise de Dallas? Est-ce qu'un jour, il va pouvoir faire un run en play-off, notamment, et les emmener jusqu'au Super Bowl, les emmener jusqu'à la victoire finale? Bon. T'as vu que j'avais pas mis finale et Super Bowl dans la même phrase. J'ai dit victoire finale et non. Voilà. Donc, Dak Prescott, si on prend ses stats, et c'est là que les stats sont trompeuses. 41 sur 60, 403 yards, 3 touchdowns, 2 interceptions. Tu te dis, wow, 41 passes complétées, alors certes sur 60 tentées, mais bon, allons-y. C'était 66%, quoi. Voilà, c'est quand même pas mal. 3 touchdowns. Bon, 403 yards à la passe. Tu te dis, s'il te plaît, quoi. Tu as quand même 2 receveurs à plus de 100 yards, plus un tight end qui est à 93 et 3 touchdowns. Tu te dis, bon, c'est quand même pas vilain. Oui, mais voilà. En fait, le problème, c'est que ces stats-là, elles ont été faites pour la plupart dans le garbage time. Elles ont été faites quand le match était déjà joué. Alors oui,
Tu en as parlé tout à l'heure, les Packers se sont même permis de faire rentrer le QB remplaçant pendant un drive. Bon, ça n'a pas marché du tout, ils ont refait rentrer Love pour assurer quand même à la fin. Mais oui, effectivement, les 16 points du dernier quart, oui, il faut limite pas les compter, quoi. Il y avait 48 à 16, quoi, à un moment donné, hein, donc... C'est ça. Et donc, forcément, alors il a conduit, Dak Prescott, il a conduit des drives de 70, de 75 yards sur les derniers drives de la partie, des choses qui sont allées au touchdown. Mais j'ai envie de dire, au-delà de Dak Prescott, parce que j'ai rien contre lui, hein, je ne dis pas qu'il est mauvais, très loin de là. Mais tu vois, là, tu prends les 2 derniers touchdowns, c'est 11 jeux 75 yards et 4 jeux 91 yards. Alors certes, il fallait les faire, hein. Voilà. Et je pense que la défense des Packers, c'était déjà au tour suivant, hein. Donc, Ah oui, c'était l'équipe B des Packers qui était rentrée. donc voilà. Ça s'applique aussi de la même façon pour CeeDee Lamb, qui est à 110 yards de réception si tu prends les stats purs. Mais il a été très bien muselé, notamment pendant toute la première période, CeeDee Lamb. Plus que muselé, il a pas vu le jour, puis il n'y était pas du tout. Dès le premier drive de Dallas, on a vu que ils se sont parlé, ils se sont même injectivés sur la touche. Entre CeeDee Lamb, le coordinateur offensif, et Dak Prescott. Dès le premier drive, on a senti que CeeDee Lamb n'y était pas du tout. Il est rentré dans son jeu un peu plus en début de troisième quart, et puis pour ressombrer, et puis réapparaître en fin de quatrième. C'est une déroute. Franchement, c'est une déroute. Sur le live, on a essayé de vous faire vivre ça du mieux qu'on a pu, en essayant d'expliquer un peu ce qui se passait, le pourquoi, le comment. Moi, personnellement, je l'ai dit en pré-live que je m'attendais à des Packers qui usent et abusent du jeu de course sur le périmètre, non pas central, mais plutôt en débordement, donc c'est-à-dire à l'extérieur des tie-ends. Et au contraire, c'est pas du tout ce qu'on a vu. Et je m'attendais à des courses dans le flat aussi, des sorties tie-end pour écarter cette défense des Cowboys, et c'est pas du tout ce qu'on a vu. J'ai été le plus premier surpris là-dessus. Les Packers ont mis plein centre, des courses plein centre. Ils se sont dit, on va leur rentrer dans l'art. Ils leur ont rentré dans l'art, et ils ont fait reculer ces Cowboys tout le temps, tout le match. La défense n'était pas là. Les 2 safeties, je ne sais pas. Je ne sais pas quel était le plan de jeu des Cowboys. Il y a eu 5 ou 6 réceptions entre 20 et 25 yards après la ligne de scrimmage, où les receveurs ont franchement à minimum 5 yards de tracé. Ce qui me revient à l'esprit, c'est la réception de Luck Musgrave sur le bord de touche, où je pense qu'il y a même presque 10 yards de séparation avec le premier défenseur. Le problème, c'est que ça arrive 5 fois dans le match. Ouais, il est ça arrive 5 fois dans le match où ils se prennent des gros jeux comme ça. Les safety étaient trop dans le deep. C'était une couverture 2, on l'a expliqué pendant le live. Et j'en profite d'ailleurs pour dire que, justement, si vous voulez passer sur les lives, on essaye le plus possible de répondre à vos questions, et notamment sur des questions techniques que vous pouvez avoir. Là, on a parlé de couverture 2, on a parlé de l'influence des fullbacks, de pas mal de choses. Donc voilà, n'hésitez pas à passer sur ces lives, ça nous fait d'autant plus plaisir de vous parler, de répondre à vos questions en direct. Voilà, ce couverture 2 là, je l'ai vraiment pas compris, avec ces safety très 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 dans le deep, et un front 4, front 5 très faible, parce qu'au final, Love a été impacté au début du match, mais voilà, pas plus, quoi. Ah oui, non, et Jordan Il s'est pas fait saquer du match. Non, il n'est pas saqué, alors que Dak Prescott en a pris 4. Ouais. Encore une fois, ça rejoint aussi pourquoi il lance les interceptions. Hein. Alors, la première interception est vraiment horrible. Elle est très très mal lancée. Alors, on va te dire qu'il y a une petite passe interférence, hein, ou un holding. Enfin bon, il y a un contact, il y a une retenue de maillot sur le receveur des Cowboys. Voilà. Bon, après, hein, on pourrait parler dans tous les matchs, je pense, de passes interférences qui n'ont pas été sifflées. Et on en parlera sans doute dans le match suivant entre les Rams et les Lions. Alors, on parle beaucoup des Cowboys parce qu'effectivement, les Cowboys, on les attendait beaucoup mieux. Mais attention aussi aux Packers, il faut en parler. Il faut leur tirer un grand coup de chapeau quand même aussi. Hein. Qui aurait pronostiqué que les Packers, on était là l'année du départ d'Aaron Rodgers, que Jordan Love pouvait avoir cet impact-là.
et qu'ils auraient une ligne suffisamment costaud pour tenir et permettre à leur running de faire un tel match, parce que quand même, tu en as parlé, mais Aaron Jones, 21 portées dans le match, 21 portées, 118 yards, 5,62 de moyenne par portée. Lui, il a besoin que 2 tentatives pour aller au first down. Mais c'est monstrueux. C'est trop. Il passait quasiment tout le temps. Quoi. C'est vraiment... Et on en a parlé, Jordan Love n'a pas couru une seule fois. Une seule fois, il a couru, il a fait moins 1 yard. Voilà. Ouais. Ah oui. Et quelque chose d'intéressant avec Jordan Love, je trouve, c'est qu'on a vraiment une courbe de progression. Alors, on nous avait dit à la fin de la saison dernière, Matt Lafleur avait dit Jordan Love, va falloir lui laisser encore quelques semaines pour qu'il soit complètement prêt, mais je sais qu'au cours de la saison, il sera prêt à emmener l'équipe. Et à ce moment-là, on s'était dit, oui, bon, il a jamais été... Bon, il avait été testé sur des bouts, sur des matchs, sur les saisons d'avant, mais tu avais toujours Aaron Rodgers qui était là. Donc, on s'était dit, est-ce que vraiment il sera prêt? Sur les premiers matchs, c'était pas évident. On rappelle que les Packers ont très mal commencé la saison. Et on sent, et moi j'ai le souvenir de ce match de Thanksgiving contre les Lions, où on s'était dit, bon, voilà, les Packers arrivent, le bilan est quand même nettement moins bon. Les Lions, cette année, même avec une lune gibbeuse bossue décroissante, vont réussir à gagner à Thanksgiving. Et en fait, non. Et le match de Love ce jour-là avait été un petit peu de la même veine que le début de match contre les Cowboys. On avait l'impression de voir un peu la même chose avec un Love qui marche sur l'eau. Et c'est ça qui est d'autant plus intéressant pour les Packers, c'est que cette progression a l'air presque continue. Ça paraît pas exceptionnel. On n'a pas l'impression que ce soit un coup d'éclat où il fait un gros match et puis voilà. On a vraiment l'impression que depuis la mi-saison, il a passé un cap et qu'il continue à progresser. Alors, il est bien entouré. Mais ce qui est très intéressant avec ces Packers, un petit peu de la même façon que ce que tu disais pour les Texans tout à l'heure, c'est que les Packers, c'est une équipe encore extrêmement jeune. Et on a un avenir qui s'annonce plutôt pas mal, j'ai l'impression, du côté du Wisconsin quand même. Ouais, mais c'est, encore une fois, je pense qu'il y a très très peu de personnes qui pouvaient imaginer ça de cette année en zéro post-Rodgers. Non, il n'y a pas grand-chose de plus à dire. En fait, j'ai été très très surpris par le match, par la tournure des événements. À la fois déçu, on en a parlé de Dallas, mais à la fois extrêmement surpris des Packers et de leur arrogance, entre guillemets, à proposer un tel jeu concentré en plein centre, plein cœur du terrain. Et en fait, j'en suis même à me poser la question si c'était tellement impossible pour le coach défensif des Dallas qu'il fasse ça parce que Dallas, c'était la force, ce front 4, front 5 qu'ils avaient, c'était une de leurs grosses forces. Leur linebacker qui était très fort, donc une défense au sol et au centre très costaud. Donc ils se sont dit, c'est bon, on ne va pas le travailler. Moi, c'est la seule chose que je vois. Je ne comprends pas comment c'est possible. Oui, en tout cas, une très très belle victoire des Packers. Alors pour la petite histoire rigolote de ce match, on a quand même eu 2 extra points manqués et les 2 en tapant le poteau. C'est pas commun, des extra points manqués dans le même match avec des poteaux. Surtout qu'on était en intérieur. En plus en intérieur, ouais. Et en plus avec un Brandon Aubrey qui a été plutôt excellent sur toute la saison dans les coups de pied, comme quoi ce jour-là rien n'allait à Dallas. Et juste avant de refermer ce match-là, préciser quand même la très belle performance de Jake Ferguson, le tight end des Cowboys, qui lui a été, même quand ça allait pas très bien pour Dallas, a été plutôt constant dans ses performances et qui surtout réalise une très bonne saison puisqu'il a souvent été recherché notamment en red zone pendant toute la saison régulière. Et voilà, c'est je pense une des satisfactions du côté des Cowboys cette année. Ouais, et j'insiste aussi là-dessus, effectivement, parce que c'est un très bon tie-in. Et justement, à un moment donné, on s'est posé la question en live de pourquoi Dallas n'allait pas chercher beaucoup plus son tie-in, qui était une vraie soupape de sécurité. Et pile poil à ce moment-là, il a commencé à se réveiller. Ferguson a noté quand même 10 réceptions sur 12 targets, quand Sidney Lamb a 9 réceptions sur 17 targets. La différence, elle est grosse. Et puisqu'on parle des bons matchs des personnes, moi, je veux quand même insister aussi sur un autre joueur, mais cette fois du côté Packers, Romeo Doubs, qui a été
fabuleux. 6 réceptions, 151 yards sur 6 targets, donc il n'en a pas fait dropper une seule. Et un TD, franchement. Très beau match de Romeo Doubs, effectivement, dans cette rencontre. Et puisque tu parlais du live, je refélicite toi-même qui étais là, Bertrand et Arthur, pour avoir tenu ce live. Et on rappelle qu'on en fera 2 cette semaine, des lives qu'on commentera 2 matchs. Je vous redonnerai le programme à la fin de l'émission. Et puis il y avait Mika aussi avec nous, l'ancien de TFA, qui est passé nous voir, et on le salue s'il écoute le podcast. Voilà. Venez nous voir, venez avec vos questions. Voilà. Venez en live. On vous mettra le lien de la chaîne Twitch. Suivez les réseaux sociaux. Il va y avoir des communications qui vont être faites sur les réseaux sociaux de TFA pour les lives de ce week-end avec le lien de la chaîne Twitch. Et venez vraiment discuter avec nous. Ça nous fait toujours plaisir. Même si c'est que 5-10 minutes où vous pouvez passer, ça nous fait toujours plaisir. On continue de débriefer ces matchs, il nous en reste 2, et notamment celui que notre cher rédacteur Romain a appelé le Staffordico, le match entre les Rams de Los Angeles et les Lions de Détroit, peut-être le match, même c'est certain, le match le plus serré de ce Super Wildcard Weekend, une victoire 24-23 des Lions de Détroit, qui remportent donc leur premier match de play-off depuis 1991. Ça date, quand même. Et en plus, ils auront la joie de recevoir pour le deuxième tour. Mais bon, ça, on en reparlera un petit peu plus tard. Là aussi, un match qui s'est vraiment décomposé en 2 parties. Une première mi-temps extrêmement offensive, où les drives couronnés de succès, j'aurais envie de dire, se sont multipliés, que ce soit du côté des Rams ou du côté des Lions de Détroit, puisqu'on a un touchdown tout de suite pour Détroit pour ouvrir le score. Ensuite, on a un field goal des Rams, un deuxième touchdown de Détroit. Bref, sur les 3 premiers drives offensifs des Lions, c'est 3 touchdowns. Et sur les 3 premiers drives des Rams, on a 2 touchdowns, un field goal. Donc c'est parti en feu d'artifice. Et en deuxième mi-temps, au contraire, on a eu une équipe de Détroit qui a eu beaucoup plus de mal à avancer, qui a plié en défense, mais qui n'a pas rompu pour aller chercher cette victoire. Exactement. Et pourtant, les Rams ont dominé en termes de yards sur la rencontre. 425 yards remontés contre seulement, entre guillemets, 334 pour Détroit. Je dis seulement parce que ça reste une très très grosse performance de remonter 334 yards quand même. C'est 357 yards à la passe pour les Rams contre 255 pour Détroit. À la course, c'est beaucoup plus serré, 68 pour les Rams contre 79 pour les Lions. C'était un match hyper serré, c'était un match au couteau, avec ce retour de Matthew Stafford à Détroit, et cette vidéo qui a beaucoup fait parler et qui a été beaucoup reprise sur les réseaux par Eminem, qui a demandé à Matthew Stafford de laisser le match quand même à Détroit pour toute sa carrière qu'il avait eue ici. Voilà. Donc, il ne l'a pas laissé, Matthew Stafford. Il ne l'a pas laissé du tout. Autant vous dire qu'il n'a pas écouté Eminem, il ne l'a pas laissé du tout. Voilà. Mais c'est vrai que c'est assez rigolo. Après, voilà, c'est les Lions comme tu l'as dit, en fait, le début de match était très offensif. Les Lions ont serré la défense pour la deuxième mi-temps et ont empêché tout retour. Seulement 6 points à 3 en deuxième mi-temps, je crois, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Pour les Rams. Donc voilà, c'était un match au couteau, c'était un match tendu, un vrai match de wildcard. Voilà. À mon sens, ça sera plus ce type de match-là qu'on risque de retrouver pour le Divisional Round. Oui, ce week-end. La semaine prochaine. Ce week-end, effectivement. Et c'est vrai qu'on a une deuxième mi-temps, tu l'as dit, où offensivement, ça a moins bien marché des deux côtés. Alors, est-ce que c'est offensivement que ça a moins bien marché, ou est-ce que c'est défensivement et encore, j'allais mettre un bémol, parce qu'au tout début de la deuxième mi-temps, on a eu encore un field goal de chaque côté. Alors, pas sur la première possession, parce qu'il y a eu un punt des Rams au tout début, mais on a quand même field goal et field goal juste après le début de la deuxième mi-temps. Donc, c'est vraiment, j'ai envie de dire, la deuxième moitié du troisième quart et le quatrième quart où la défense, c'est vraiment serré.
notamment du côté des Rams, puisqu'ils forcent, alors c'est pas 2 3 and out, il y a un 4 and out, mais c'est vraiment des drives très courts du côté des Lions. Sur 2 des 3 derniers drives, ils n'ont le ballon que 3 minutes 32 sur leur drive offensif. Là où les Rams, eux, vont construire un drive de 6 minutes 43 plus un drive de 3 minutes 11, donc 10 minutes à 3, quoi, quasiment, sur la fin de match, sur le dernier quart d'heure. Et il y a ce dernier drive, là, où on a vraiment... Là, peut-être le tournant du match, c'est quand les Rams arrivent à 10 yards de l'embut des Lions et qu'ils ne parviennent pas à marquer un touchdown, qu'ils doivent se contenter d'un field goal. Bon, il y a eu là un côté, voilà, c'est peut-être le tournant, c'est peut-être là que je disais la défense des Lions a plié sans rompre, et c'est peut-être à ce moment-là qu'ils ont fait tourner le match, parce qu'après il y a eu une deuxième chance pour les Rams, ça s'est arrêté grosso modo à la mi-terrain. Il y a eu une décision aussi de ne pas jouer la 4e tentative. Alors c'était une 4e et très longue, de mémoire c'était une 4e et 13 ou 4e et 14, voilà, c'est quelque chose comme ça. C'était une 4e et très longue. Ils ne l'ont pas joué parce qu'il restait encore 4 minutes à jouer, donc ils se sont dit que potentiellement s'ils reforçaient un nouveau 3 and out, ils auraient à nouveau le ballon. Finalement, les Lions s'en sont sortis et ont réussi à clôturer le chronomètre. Sur ce drive des Rams, ce dernier drive des Rams, il y a aussi eu une passe vers Puka Nacua où il y a eu énormément de contacts. Il n'y a pas eu de passe interférence appelée. Alors, autant dire que chez les fans des Saints, et je salue mes amis de Saints France qui se sont fait une joie de voir les Rams qui n'ont pas de passe interférence appelée contre eux sur un match de playoff. Ça rappellera des souvenirs à certains plus anciens qui suivent la NFL, et si vous ne savez pas de quoi on parle, vous tapez passe interférence Rams Saints, vous allez tout de suite trouver l'action en question, ça va vite remonter. Voilà, donc il y a eu ce petit côté moquerie, mais au-delà de ça, c'était une passe interférence sur Puka Nacua, et on ne peut pas parler de ce match sans parler de la performance exceptionnelle, une nouvelle fois, de Puka Nacua. 181 yards en réception, record pour un rookie dans toute l'histoire de la NFL. 109 réceptions, 181 yards, un touchdown. L'avenir est finalement peut-être un peu plus radieux que prévu du côté des Rams avec Puka. Ouais, ils sortent de loin, ils partent de très loin. Ils avaient fait le fameux all-in qui leur a permis d'avoir le titre en 2021, je crois maintenant que c'était. Oui, c'est ça. C'était un all-in complet, c'est-à-dire que l'année d'après, je crois qu'ils ont fini dernier de leur division. Mais non, mais c'est incroyable. Ce Nacua là, qui sort de là. 5e tour. Mais non, mais c'est... oui, 5e ou 6e, je ne sais même plus. 5e. Oui, c'est 5e, je crois. Fin 5e, il me semble, non? C'est ça? Oui, je crois. Je vais vérifier quand même. Mais c'est un des styles, si ce n'est le style de cette draft. C'est incroyable. Puka Nacua, la puissance qu'il a. Et puis, je veux dire, ok, c'est un rookie. On en a parlé tout à l'heure avec CJ Stroud notamment. Mais tout le monde l'a vu comment il jouait. Tout le monde le sait qu'il est fort, qu'il est costaud. Donc, il était surveillé comme le lait sur le feu. Non, c'est très, très fort ce qu'il arrivait à faire. Bravo Puka Nacua. J'ai qu'un seul regret, moi, en fait, parce que je suis ni pour les Rams, ni pour les Lions. Je suivais le match en tant que fan vraiment de football américain, pas plus. J'ai qu'un seul regret, moi, c'est de ne pas le revoir cette année, quoi. J'aurais vraiment voulu continuer à voir Puka Nacua qui m'impressionne et qui pète encore des records, quoi, parce que c'est... Mais moi, ça me fait le même effet avec les Saints. Tu vois, j'aurais voulu les revoir cette année, mais non, je ne les reverrai pas non plus. Bon, moi, un peu moins. Par contre, moi, je voulais juste revenir sur ce que tu disais avant, excuse-moi, mais sur le fameux dernier drive des Rams où ils ont rendu la balle pour un punt sur une 3e et 14. Juste avant, ils étaient sur une 3e et 4 et il y a eu une grosse pénalité sur un holding, et cette pénalité coûte excessivement cher. Ouais. Parce qu'une 4e et 4, on peut le jouer, une 4e et 14, c'est difficile, quoi. Donc, oui, et puis je pense que le choix, honnêtement, je pense que le choix était bon. Il y en a qui ont dit pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas tenté un field goal. Alors ça aurait fait un field goal de 62 yards. C'était quand même... Non, les conditions, il faut savoir qu'avec le froid, c'est beaucoup plus compliqué aussi. Le ballon est plus lourd avec le froid.
Et en plus, on n'est pas haut en altitude. T'avais le dôme, donc ils se sont dit, bon, pourquoi pas, ça peut se tenter. Ça pouvait se tenter au Ford Field. Bon, ça s'est pas tenté. Bon, 62 yards, ils l'ont pas tenté. Après, il y avait la possibilité de tenter effectivement une 4e et 14. Moi, je me dis, sur la dynamique qui était celle défensive des Rams, à savoir qu'ils venaient de forcer sur les 2 derniers drives des Lions des pertes de balles, enfin des rendus de ballon rapides, ça s'entend de rendre le ballon avec 4 minutes de jeu. Tu te dis 4 minutes, on a le temps de freiner l'attaque. Il y a encore le temps mort automatique des 2 minutes. Je n'ai plus la situation des temps morts des Rams à ce moment-là, mais il n'en reste pas moins que tu avais encore la possibilité physique de forcer à te rendre le ballon en plutôt bonne position, parce que si tu les bloques en 3 and out dans leurs 10 yards, bon, bah, forcément, tu vas avoir le ballon qui va revenir assez rapidement au milieu de terrain. Donc, pour moi, c'était la bonne décision à prendre, de punter à ce moment-là. Bon, ça, finalement, les Lions sont réussis, et c'est tout à leur honneur d'avancer suffisamment dans le terrain pour tuer le chronomètre. Voilà, ça fait partie du jeu. Ils ont réussi à faire les deux first down qu'il fallait, quoi. Voilà, c'est ça. Et au passage, on n'en a pas parlé, mais un excellent match une nouvelle fois d'Amon-Ra St. Brown, qui termine lui aussi à plus de 100 yards dans cette rencontre. Vraiment une attaque des Lions qui est vraiment performante, que ce soit à la course ou à la passe, entre Amon-Ra, entre David Montgomery, et sans oublier Jahmyr Gibbs, bien évidemment. Josh Reynolds aussi, Josh Reynolds. Oui. Et Josh Reynolds, effectivement. Voilà, on a un Sam Laporta qui a été moins utilisé, mais qui sortait de blessure et d'une grosse blessure. On se demande même comment il a pu jouer, vu la torsion du genou qu'il y avait eu lors de la Week 18. Donc bon, voilà, ça reste une équipe extrêmement solide, que cette équipe de Détroit, notamment dans le secteur offensif, mais ils ont montré aussi que défensivement, ils savaient garder un score, et c'est peut-être l'un des axes de progression qui a été fait par rapport aux saisons précédentes, où on sait qu'ils parfois ils perdaient des matchs quasiment imperdables. Cette année, ils arrivent à les gagner, et ça les fait avancer en Divisional Round, au plus grand bonheur de notre ami et confrère Benjamin Bernard, qui depuis 3 jours n'arrête pas de publier sur les réseaux sociaux des photos de personnes contentes. Donc on est ravis qu'il soit heureux, qu'il en profite. On ne sait pas si ça va durer encore une semaine, donc avec Détroit, faut toujours en profiter quand c'est le moment. Mais faut se rendre compte quand même que Détroit avait la plus longue série du sport américain professionnel, des 4 grandes ligues américaines, de non-victoire en match de play-off. Ouais. Je crois que c'est ça, je crois. Je dis pas de non-victoire en match de play-off, je pense pas, parce qu'ils y sont allés très rarement quand même. Ils sont pas beaucoup allés en play-off. Oui, mais justement, c'était la franchise qui avait, ça faisait le plus longtemps qu'elle n'avait pas gagné un match. Ah d'accord, c'est ça, d'accord, ok. J'avais compris de non-victoire, c'est-à-dire de match perdu en play-off. Non. J'allais dire ça, c'est peut-être les Cowboys. Pardon ? J'allais dire ça, c'est peut-être les Cowboys qui l'ont. Non, les Cowboys en ont gagné quand même. Oui. Ouais. C'est juste qu'ils passent pas le divisional, les Cowboys. Ça veut dire qu'effectivement, Détroit a quand même réussi à gagner un match depuis, je crois que ça faisait 20 ans, ça, ou 20 c'est 1991, le dernier. Ouais, c'est ça, c'est 91. Voilà, donc ça fait 34 ans. 34 ans. Donc 33 ans. Voilà, c'est très bien, un peu de bonheur. Ils n'étaient pas venus ici pour souffrir. Voilà. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir pour les Lions, un peu moins pour les Rams, mais nous, on aime tout le monde, donc c'est pas un problème. Et on aime aussi les fans des Eagles de Philadelphie, qui se sont... on les aime beaucoup. Oui, on aime tout le monde. Mais oui, on aime tout le monde. Qui se sont... comment dire en fait, qui ont fait la même chose qu'en fin de saison, donc c'est-à-dire un match assez... difficile sur le terrain des Buccaneers de Tampa Bay. On disait les Buccaneers de Tampa Bay, champion de NFC Sud. De toute façon, le champion de NFC Sud, il sera là pour faire un tour pour les playoffs, et puis après, il dégage. Eh ben non, puisque les Buccaneers seront au Divisional Round, suite à une victoire 32-9 sur les Eagles, 32-9. On parlait tout à l'heure, mon cher Vince, de choses c'était avec les Packers, je crois. On disait, mais si on nous avait dit ça en début de saison. Eh bien, imagine qu'on t'ait dit en début de saison, avant la Week 1, et peut-être même encore pire, après 10 semaines de compétition, que les Buccaneers battraient les Eagles 32-9 en play-off. L'aurais-tu cru ?
Je ne l'aurais pas mis un centime, je ne l'aurais pas cru. Il faut bien imaginer que les Eagles étaient à 10-1. Oui. Ils étaient à 10-1. Il finit sa saison à 11-6 et il s'écroule complètement. Il ne fait pas bon d'être fan des Eagles. Je suis désolé pour vous, effectivement, parce que on a parlé de la saison des Cowboys, mais les Cowboys, effectivement, ont énormément déçu, mais notamment parce qu'ils avaient bien fini la saison régulière. Et donc, c'est un match, ils sont passés au travers, ça arrive. Les Eagles, ça fait 7 matchs qui passent au travers. C'est dur, c'est très très dur. Là, c'est incompréhensible. Je vais être honnête, on enregistre cette émission mardi soir, donc 24 heures après la fin de ce match, un peu moins de 24 heures après la fin de ce match. Je ne comprends pas comment Sirianni est toujours coach des Eagles à ce moment-là. Pour moi, il faut changer quelque chose. C'est pas possible. Je vérifie les infos des fois qu'on ait raté un truc dans l'émission. Non, mais pour moi, il y a un problème quelque part là. Le changement de coordinateur, je crois que c'est le coordinateur défensif qui a changé, c'est ça, des Eagles, si je me trompe pas. Les deux, Jonathan Gannon et Shane Steichen qui sont partis donc respectivement du côté des Cardinals de l'Arizona pour être head coach et des Colts d'Indianapolis là aussi pour un poste de head coach. Ils ont perdu leurs 2 coordinateurs cette saison et mais bon, ça commence à se sentir. Ouais, mais là, c'est chaud, quoi. C'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Les Eagles qui avaient, on a fait des podcasts nous chez TF1 où après 12 ou 13 semaines, on les mettait favoris pour être first seed. Donc, j'ai relu ma preview de début de saison que j'avais publiée sur les Eagles qui s'intitulait Les vrais favoris de la NFC. Ça a mal vieilli. Ah ben oui, mais on peut regarder les pronostics en début de saison de la team TFA. On avait mis, je pense, les Eagles très très haut placés. Et donc, d'ailleurs, ça me permet d'annoncer que nous ferons un podcast spécial du débriefing du power ranking que l'on avait fait. Au tout début de saison, on avait fait un power ranking avec Mathieu Van Baal et il m'a demandé si on pouvait faire une review du power ranking avec lui. Donc on va enregistrer un podcast avec Mathieu dans les prochaines semaines, hein, sûrement juste après la fin de la saison, la fin des playoffs, voilà, où on reviendra sur nos prédictions de cette saison. Ça risque d'être assez croustillant vu comment on a été mauvais. Donc, voilà, faut le dire, hein, quand on est mauvais, on est mauvais. Mais c'est toujours pareil, mais je pense que si on regarde les Texans, on les a pas mis beaucoup très haut. Bon. Et c'est ça qu'on aime dans le football américain, c'est que c'est imprévisible au possible. Alors oui, on se gaufre tous les ans, mais tout le monde se gaufre, c'est ça qui est drôle. Sinon, ce serait moins marrant. D'ailleurs, juste pour dire aussi, mais dans la team TFA, j'ai les pronostics sur 7 à avoir fait notre petit power ranking de début de saison. Il y en avait 6 qui avaient mis les Tampa Bay Buccaneers dans le road to the first pick. Mais oui, et j'allais y venir justement à ces Buccaneers qui effectivement étaient pressentis parce qu'on a parlé de l'après Aaron Rodgers chez les Packers, mais il y avait l'après Tom Brady chez les Buccaneers aussi. Ils sont allés chercher Baker Mayfield sur un contrat d'1 an. On rappelle que Baker Mayfield sera agent libre à la fin de la saison. Il ne restera pas longtemps, je pense. Oui, il le sera peut-être même pas du tout, parce que ça se trouve, il sera prolongé avant le début de la free agency, qui sera, si ma mémoire est bonne, le 13 mars. Mais on a quand même ce contrat d'1 an pour Baker Mayfield qui était censé faire la transition, en fait, après Tom Brady. Et le voilà, qu'il devient champion de NFC Sud pour la 3e fois consécutive pour les Buccaneers, et qu'en playoff, il nous sort 22 sur 36 à la passe, 337 yards, 3 touchdowns, aucune interception. Premier QB de l'histoire des Buccaneers, ça fait plus de 300 yards, 3 TD de 0 interception. C'est ça, et c'est seulement le 2e QB de l'histoire des Buccaneers à réussir à passer les 300 yards, parce qu'ils ont fait en playoff, hein, parce qu'ils ont fait ça que sur 4 matchs de playoff, et les 3 d'avant, c'était Tom Brady. Donc voilà, c'était le 2e QB à réussir. Mais voilà, on a des Buccaneers qui, à l'image des Texans, à l'image des Packers, n'ont rien à perdre dans cette saison. Eux, ils avancent, ils vont aller jouer les Lions à Détroit, ils perdent, c'est normal.
Comme les Texans qui vont aller jouer les Ravens, ils perdent, c'est normal. Comme les Packers qui vont aller jouer les 49ers, ils perdent, c'est normal. Sauf que sur l'une de ces 3 équipes, je vous mets un billet qu'il va y avoir au moins une qui va sortir son rival. Voilà. Alors, je les ai pas mis dans le concours de pronostics de TFA parce que je suis en tête et que j'ai pas envie de perdre. Mais je vous garantis qu'il y en aura au moins un des 3. Alors, ce podcast va mal vieillir parce qu'on va me ressortir cette phrase-là dans une semaine et je fais confiance à mon boss Charles pour isoler ce moment-là, pour me mettre la honte dans une semaine. Mais je suis sûr qu'entre les Packers, les Buccaneers et les Texans, il y en aura au moins un qui, s'il ne va pas se qualifier, va au moins embêter très largement son adversaire. Oh, ça va, là, t'es beaucoup plus large. Non, je mets même la qualification de l'un des 3, au moins l'un des 3. Non, mais effectivement, en fait, le jeu pratiqué est beau, et c'est ça qui me surprend chez les Buccaneers. Je suis désolé, c'est peut-être un peu dur de le dire comme ça, mais... non, c'est pas dur, non. Le jeu des Buccaneers sous Tom Brady, je suis désolé, j'étais pas fan du tout. Alors, je suis pas un hater, j'aime pas le mot hater, je déteste pas de joueurs, mais j'étais pas un grand fan de Tom Brady. Pour autant, je n'aimais pas le jeu pratiqué par les Bucks. Quand Tom Brady était là, je sais pas, je trouvais un peu stéréotypé, un peu, bon, voilà. Là, c'est un jeu, ça joue. Et puis moi, Deshaun Watson, j'ai toujours un peu aimé ce joueur là, pardon, Deshaun Watson, excusez-moi. Baker Mayfield, j'ai toujours aimé ce joueur qui était un peu... Deshaun Watson, il est avec les masseuses là actuellement. Baker Mayfield qui un jeu un peu comme on dit souvent, du hurrah football, du hurrah rugby. Ben là, c'est du hurrah foot US. Ouais, effectivement, c'est du... je tente. Ça a passé. Et moi, j'adore ce genre de prise d'initiative, cette prise de risque. J'aime beaucoup ça. Quand on voit qu'il y a quand même 6 joueurs qui finissent à plus de 10 yards en réception, c'est beau, quoi. Ça veut dire que la réception, elle est quand même très distribuée, qu'il n'y a pas un monstre offensif comme il peut y avoir, par exemple, chez les Rams avec Nakua, mais que... quand on regarde Cade Otton qui finit à 89 yards, David Moore qui finit à 66, Trey Palmer qui finit à 56, certes sur une seule réception, mais qui fait 56 yards quand même, Mike Evans qui en fait 48 sur 3 réceptions, c'est beau tout ça, c'est beau, donc oui, le match a été maîtrisé, hein, il faut quand même dire ce qu'il est, quoi. Ils n'encaissent que 9 points. Ils n'ont jamais été menés au score. Ouais. Jamais été mené au score. C'est, bref, une copie parfaite, mais je vais terminer là-dessus. Est-ce que c'est vraiment une victoire surprenante au final? Parce qu'ils n'étaient pas favoris, les Eagles étaient favoris, mais quand on pense à la dynamique de la fin de saison, est-ce que vraiment, j'ai parcouru un petit peu les avis des fans des Eagles qui disaient, limite, on s'y attendait, quoi. Oui. Autant les Cowboys, on a été tous surpris, je pense. Beaucoup, en tout cas, ont été surpris. Mais les Eagles, presque on s'y attendait, tellement la fin de saison avait été compliquée. D'ailleurs, il faudra un jour qu'on nous explique ce qui s'est passé. Parce que cette défaite contre les 49ers a complètement renversé le cours de la saison des Eagles. Faut dire qu'elle pique quand même, cette défaite. Oui, mais un petit peu comme les Cardinals de 2021 qui étaient partis à 8-0 et qui derrière se sont effondrés. Là, on avait une équipe à 10-1 qui perd 5 de ses 6 derniers matchs, qui se fait quand même rosser en play-off, parce que c'est pas une défaite 14-9, quoi. On est quand même sur du 32-9. C'est quand même ils ont pris un éclat. Défensivement, il y a rien. Offensivement, il y a plus de révolte. Bref, est-ce que vraiment, toi, c'est un résultat qui te surprend? Ça me surprend forcément, parce que c'est les Eagles, c'est que tout le monde les imaginait comme un potentiel favori pour accéder au Super Bowl, sans forcément les mettre en vainqueur, mais au moins y accéder. Moi, personnellement, c'était mes favoris en début de saison. C'est surprenant parce que dans la NFL actuelle, dire que les Buccaneers sont en blowout les Eagles, oui, c'est surprenant. Maintenant, quand on voit la fin de la saison, effectivement, les dynamiques étaient carrément bien opposées. Les Eagles ont fait n'importe quoi en fin de saison. Ils se sont laissés manger. Et puis, c'est surtout que, tu l'as dit, 5 défaites en 6 matchs, mais
même dans les défaites, il n'y avait pas de réaction. On ne voyait même pas une once de sortie de crise, entre guillemets, une once de révolte de la part des joueurs, comme tu l'as utilisé le mot tout à l'heure de révolte. On ne l'a pas vu. Donc, effectivement, est-ce que Sirianni a complètement perdu son vestiaire? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a pu avoir été dit ou est-ce qu'il a été fait? Je ne sais pas. Mais cette défaite contre les Niners, un blowout complet à Philly, ça fait très, 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 très mal. Et surtout, derrière, il avait enchaîné avec une grosse défaite aussi à Dallas, il me semble. Oui. Oui, il y a eu vraiment des grosses défaites. Et puis, bon, défensivement, on savait que ça allait pas. Hein, quand on a vu le match contre les Cardinals, notamment, tu te doutais qu'il y avait quand même des choses qui n'allaient pas. Juste, on termine. Le problème, c'est que défensivement, ça pouvait pas aller, mais offensivement, ça marchait. Là, 9 points, quoi. Oui. On termine ce podcast quand même en saluant un grand bonhomme des Eagles de Philadelphie dont on a appris qu'il prendrait certainement sa retraite cette saison, c'est Jason Chelsea qui a fait les beaux jours de Philadelphie. Alors la question s'était posée déjà à la fin du Super Bowl de l'an dernier, savoir s'il prenait sa retraite ou pas. Il avait re-signé un contrat d'1 an. Finalement, il devrait, selon Adam Schefter, prendre sa retraite à la fin de cette saison 2023. C'est quand même un grand bonhomme des Eagles, mais de la NFL en général, qui s'en va. Oui, et puis c'est surtout qu'à son poste-là, on rappelle qu'il était centre. Dans les postes de ligne offensive, la durée de vie en carrière NFL, elle est relativement courte. Il a quand même fait 13 saisons. C'est énorme pour un centre. À ce niveau-là, franchement, j'ai très, très sûr de lui, très serein, très communicant sur la ligne. On le voyait beaucoup, là, une main sur le ballon, l'autre main à montrer un peu les adversaires, à montrer un peu les blocs et le jeu qu'il fallait faire. Non, c'est un grand bonhomme, effectivement, des Eagles, à mon sens, qui a toute sa place au Hall of Fame. Oui, qui le sera très fort, très, très probablement. Donc voilà, respect Monsieur Kelsey numéro 2, puisque c'est le frère de l'autre, comme dirait c'est le frère de Travis. C'est celui qui n'est pas avec Taylor Swift. Voilà. Ça sera le témoin du mariage de Taylor Swift. Voilà, ça sera, puisqu'apparemment il y a des histoires de fiançailles à la Saint-Valentin. Bref, nous n'en savons pas plus. Nous vous ramenons à la presse People pour ça, puisque nous n'y connaissons rien dans le couple de notre ami Travis. Bien, on termine juste en donnant le programme des playoffs NFC pour le Divisional Round. Et quel programme? Ça commencera à 2h du matin dans la nuit de samedi à dimanche avec le déplacement des Packers de Green Bay en Californie pour affronter les 49ers de San Francisco, et ça continuera à 21h dimanche avec le duel entre ces Buccaneers de Tampa Bay qui se déplaceront dans le Michigan pour affronter les Lions de Détroit. Ce sera un match là aussi à suivre en intégralité sur Twitch avec nous. On vous commentera ce match-là. Je serai avec Vince, je serai avec Mika, je serai avec Arthur pour commenter cette rencontre. Donc on rappelle les 2 matchs qu'on commente. Ce sera Texans at Ravens samedi à 22h30 et Buccaneers at Lions dimanche à 21h. Merci. C'est compliqué, c'est les deux premiers matchs de chaque soirée. Voilà, c'est ça. C'est parce qu'on n'a pas envie de se coucher tard. Non, je rigole. C'est parce que bon, on a plus de monde quand on fait des lives à 21h qu'à 2h30 du matin, tout simplement. Parce que de toute façon, on est levé toute la nuit puisqu'il faut faire les résumés. Oui, et ils s'écrivent pas automatiquement. Croyez-le bien, j'en sais quelque chose. Ça, c'était le petit message pour le boss. Tu vois, c'était distillé comme ça pour voir s'il écoute le podcast jusqu'au bout. Merci à tous de nous avoir suivis. Désolé pour la longueur du podcast. On essaiera de faire plus court la prochaine fois. Mais on avait beaucoup de choses à dire. Et on n'était que 2. Vous imaginez si Seb avait été là, si on avait été 4. Oh là là, on n'en parle même pas. Merci à tous de votre fidélité et d'être de plus en plus nombreux à nous écouter. Merci Vince pour ce podcast très, très, très riche. Merci à toi, et on se retrouve dès demain, du coup, dès jeudi sur les plateformes d'écoute pour la preview du Divisional Round. Portez-vous bien d'ici là et à très vite sur les antennes de TFA. Salut tout le monde. Ciao, ciao.